Bonsoir à tous. Nous venons de passer en live. Je m'appelle Benoît Huguet, je suis cofondateur du Journal du Coin. Et ce soir, j'ai l'occasion de faire un live littéraire en présence de deux nouveaux auteurs crypto sur la scène que je connais déjà bien, mais qui ont une nouvelle œuvre à nous présenter. Donc, Benjamin Loiseau, qui est l'auteur de Crypto Dystopie 2035. Donc, Salut à nous tous. verrons que et voilà, salut Benjamin. Nous verrons que Benjamin nous promet un avenir sombre, mais on va peut-être s'en sortir, traverser ces dystopies grâce aux crypto-monnaies. Enfin, on verra avec l'auteur comment tu en es arrivé là et quel est ton projet. Et nous sommes aussi en présence de Daniel Villa-Montero, qui est l'auteur d'une BD qui a été illustrée par Nicolas Balla aux éditions Faubourg et qui s'appelle Alice au pays des cryptos et qui nous raconte l'aventure d'une jeune femme qui investit et découvre Bitcoin aux alentours de mars 2020, au début de la crise Covid. Voilà. C'est tout à fait ça. Bonsoir, messieurs. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Salut. moi, je suis très heureux de vous retrouver. Donc, on va commencer le temps que tout le monde arrive. Chacun peut poser les questions dans le chat. Le live sera rediffusé sur YouTube comme à notre habitude. On donnera tous les liens qui permettront de découvrir votre œuvre que j'ai lu et que j'ai apprécié, qui est très différente l'une des l'autre, mais qui se complète bien. Parce que moi, le fil narratif, c'est donc on va commencer peut-être avec toi, Daniel. Est-ce que tu te présenterais? Je sais que tu es Sure. directeur pédagogique chez Alira, donc tu as le sens de la pédagogie, mais est-ce qu'une petite présentation s'impose avant de savoir comment tu en es venu à l'écriture et même aux crypto-monnaies avant ça? Bah ok. Alors du coup, bon, effectivement, l'écosystème me connaît beaucoup pour être le directeur pédagogique d'Alira. Avant, j'ai fait une thèse en algorithmique des réseaux. J'ai littéralement un doctorat en algorithmie, tu vois. Et globalement, ce qui s'est assez rapidement passé, c'est que lorsque j'ai rédigé ma thèse, j'ai trouvé un grand plaisir à expliquer les choses. Et à clarifier certaines choses. Et pour le coup, quand j'étais en train de me former pour être développeur Ethereum, j'avais pris l'habitude de contredire des poncifs ou d'échanger sur LinkedIn. Merci à Marchen d'ailleurs pour faire pour mettre le lien. Et j'ai pris un énorme plaisir à ça. Bon, alors démodire du poncif, c'est très satisfaisant, hein, on le sait tous. Bien développé, petit 1, petit 2, petit 3, ça te permet de forger tes idées, ça permet de les concrétiser. Et donc, inévitablement, tu te fais un peu remarquer dans l'écosystème parce que bah, tu expliques bien, on va dire les choses comme ça. Et une maison d'édition a contacté un de mes anciens qui du coup m'a contacté Ok. rapidement et m'a dit en fait Daniel, il y a une maison d'édition qui cherche quelqu'un pour faire une bande dessinée sur la blockchain, tu serais parfait pour ça, on en a discuté entre nous, on a vu comment tu rédiges ça et pour le coup la maison d'édition m'a contacté. Donc c'est pas j'ai voulu faire un bouquin et puis voilà, non, c'est la maison d'édition qui m'a contacté. Au début, ils voulaient en faire une sorte de manuel pour expliquer comment fonctionne la blockchain. Je lui dis oui, mais en fait, je pense que c'est pas la bonne solution. Et puis après être tombé sur l'illustrateur, on a beaucoup échangé. On a décidé de faire une histoire. On expliquera un peu tout ça pourquoi. Et donc j'ai décidé de flinguer mes week-ends pendant un an pour rédiger une BD, Ah, une pas bande mal. dessinée, tout simplement. C'est comme ça que ça se fait. Et je l'ai faite pour une raison extrêmement simple. Et après, on pourra passer la main à Benjamin. C'est parce que on a plus d'un millier d'apprenants qui sont passés depuis la création chez Alira. Et ils me demandaient tous, avec quoi, qu'est-ce que je peux offrir, qu'est-ce que je peux donner comme livre à quelqu'un qui est un tout petit peu crypto curieux, mais que je veux pas assommer avec Mastering Bitcoin, tu vois, je veux un truc, voilà, Oui, oui. un peu de ce qu'on appelle la crypto culture. Et quand je rédigeais ça, bah, j'étais tombé sur les messages de Benjamin, enfin sur une des crypto stories de Benjamin. C'est pour ça qu'on a fait ce petit tweet à deux que tu as relayé. Et je me suis dit, c'est exactement ça. En fait, il faut qu'on fasse de la crypto culture. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré avant qu'il rejoigne comme moi le grand club des auteurs. C'est ça. Mais dans un Exactement. laps de temps assez réduit, hein. Je veux dire, Oui, oui. c'est maintenant que ça sort. Et donc, ton œuvre, Daniel, elle a acheté quand? Elle sort quand? Je pense Alors qu'elle elle sort sort demain. demain, non? Elle sort demain Voilà. officiellement, donc ça c'est demain on va l'attendre écrire dans les maternités. Alors il s'avère qu'il y en a, il y en a toujours une certaine douzaine, quinzaine comme ça qui sont distribués à certaines personnes qui peuvent en parler ou pour avoir des avis, ce qui était le cas de Benjamin. Donc on en a vu dans la nature. Il y en a à peu près une trentaine qui sont sortis de la nature. Tout le reste est encore dans les rayons. Mais Et là, c'est on des a Pokémon rares. c'est des Pokémon rares. Là, Des c'est des shiny. pré-mint. C'est des pré-mint, hein. Ils sont que pré-mintés ceux-là. Ah, Et en l'occurrence, demain après-midi, il y a une séance de dédicace à Lyon.
orchestré par Nicolas Ballas en personne. Et après-demain, donc samedi après-midi, on a décidé, figure-toi, Benoît, de réserver une brasserie, La Tartine, en l'occurrence pour être précis, qui est aux alentours de rue Rivoli, pour faire en fait une séance de dédicace, Nicolas et moi, toute l'après-midi. Donc la sortie officielle, c'est le 6 et 7 séances de dédicace, et le 14, ça sera à NFT Factory l'après-midi. Sur Paris encore. C'est super, ça. C'est un beau programme. Écoute, on reviendra vers toi pour que tu nous présentes un peu ton œuvre. Bien sûr. Mais en tout cas, tu nous as bien teasé, tu nous as donné envie de l'acheter. Alors moi, je fais partie de la chance de ceux qui ont pu déjà la lire, mais je l'achèterai pour la posséder. Alors, voilà. Bon, mais toi, c'est un beau geste. Et Benjamin, est-ce que tu nous ferais l'honneur nous, évidemment, nous sommes heureux de te connaître au Journal du Coin parce que tu travailles avec nous et donc tu as produit déjà, il y avait une partie des dystopies qui avait été produite sur le JDC en exclusivité, voilà. Mais maintenant, il y en a eu des nouvelles, ça a été complété, harmonisé, et donc tu as sorti ton livre. Est-ce que tu reviendrais un petit peu sur ton parcours, comment tu en es arrivé à t'intéresser aux crypto, puis l'écriture, et puis ce livre? Ok, ça marche, un beau programme. Donc moi, à la base, je suis ingénieur en aéronautique, donc rien à voir avec les cryptos, ni même l'écriture en fait de base. Et puis, je suis tombé dans les cryptos. Enfin, disons qu'en fait, la première fois que j'en ai entendu parler, je pense que ça devait être en 2015-2016, mais je me souviens même plus comment. Par contre, je me souviens très bien de la première fois que j'ai voulu en acheter. C'était en décembre 2017, à 2 jours du top. Et donc, j'en avais entendu parler à mon boulot, en fait, tout simplement. Puis le soir, je vais sur Coinbase, j'ouvre un compte et tout. Et en fait, à l'époque, ils étaient surchargés de demandes à ce moment-là. Donc, j'ai jamais réussi à avoir mes accès. Donc, du coup, j'ai pas pu acheter. En fait, j'ai eu mes accès, mais 2 semaines plus tard, en janvier, et puis le cours était déjà retombé. Je me suis dit, c'est pas la peine. Donc, j'ai pas acheté à ce moment-là. Du coup, effectivement, j'ai évité la baisse, mais j'ai pas acheté non plus pendant le bear market. Donc, au final, je sais pas si. Alors que je pense qu'à l'époque, j'aurais peut-être mis un peu d'argent, mais peut-être ça aurait suffi à m'intéresser. Et donc, bref. Et en fait, je me suis intéressé réellement qu'après le Covid, le crack Covid, donc en mai-juin 2020, quoi, quelque chose comme ça. De manière assez. Presque quand même. Presque en même temps qu'Alice. C'est ça. Ouais, exactement. Mais c'est pour ça que je me suis vachement reconnu en fait dans ton livre, Daniel, parce que finalement, ça suit vraiment le parcours que moi j'ai connu au départ. Et donc, de manière assez marrante, en fait, j'ai ouvert un compte sur Revolut et je voyais juste pour acheter des actions au départ. Et puis j'ai vu, tiens, ils proposent du Bitcoin, donc je vais en acheter. Et puis, quand même, l'une des choses que j'avais retenues, c'est quand même que l'avantage du Bitcoin, c'est que tu pouvais le posséder toi-même, quoi. Et Revolut, en fait, c'est un indice qui reproduit le Bitcoin, c'est pas vraiment du Bitcoin. Et donc, du coup, j'ai très vite revendu en fait le truc. J'ai ouvert un compte sur un exchange pour avoir mes Bitcoins. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le truc dans l'été 2020, quoi, quelque chose comme ça. Et puis après, j'ai creusé toutes les semaines, puis tous les jours, puis 3 heures par jour. Puis voilà. Et puis après, on était en plus au tout début du précédent bull run. Donc après, il y avait beaucoup d'actualités, il y avait les cours qui montaient. Donc j'ai été pris dans cette boucle-là à ce moment-là. Et alors, on retrouve dans ton écriture, en tout cas, ton parcours d'ingénieur, parce que c'est vrai qu'il y a plein de termes techniques et on sent un sens de la narration. C'est-à-dire que j'ai beaucoup ri en lisant tes dystopies. C'est-à-dire qu'il faut savoir que régulièrement, je ris parce que les situations, la narration est très bien menée, les situations sont évidemment tragiques, elles sont un peu ubuesques. Donc c'est vraiment une œuvre de science-fiction, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prévoir avec précision la réalité, mais il y a quand même des thématiques actuelles qui reviennent. On retrouve le magot de Satoshi, tu vois, ça c'est une des premières dystopies qui va être jouée dans un jeu télévisé, où on va retrouver la disparition de Vitalik, donc qui nous fait une disparition quand même, Vitalik, et c'est vrai que c'est quand même une des problématiques. Que se passerait-il si Vitalik disparaissait? Il y a des gouvernements mondiaux. Enfin, ton univers est à la fois ubuesque et kafkaïen. C'est ça. J'ai essayé de m'inspirer, en fait, de mélanger un peu les inspirations, les actualités qu'on voyait passer un peu tous les jours avec l'inspiration que j'avais au moment d'écrire. Et en fait, au tout départ, je cherchais comment je pouvais apporter ma contribution en fait à l'écosystème. Et c'est vrai que j'ai fait un peu de programmation quand j'étais ingénieur, mais je suis pas un expert. Techniquement, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi sur Bitcoin, donc je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire? Et donc c'est à ce moment-là où je me suis tourné vers ce que j'aimais faire, c'est-à-dire écrire. J'écris depuis
depuis très longtemps. Et puis, j'adore la fantaisie, l'imaginaire. Je me suis dit, je vais écrire une histoire. Et c'est à ce moment-là que j'ai sorti, je crois que c'était en juin 2022, un premier thread sur, je crois que c'était en 2035, nous n'irons plus sur Internet, nous irons sur Ethereum, un truc comme ça. Et du coup, c'est là qu'Helmut m'a contacté en disant, ça ne dirait pas, on écrit d'écrire des histoires pour le journal. Et donc, je me suis pris au jeu, j'ai écrit des histoires en suivant mon inspiration, les actualités. Et puis après, je pense vers un peu au moment où tu m'as contacté, Daniel, où on en a parlé en décembre. Fin 2022, je me suis dit, ça pourrait être chouette de les réunir dans un livre, sachant que j'avais déjà essayé, pour moi, l'outil, c'est Amazon KDP, qui permet de publier des livres. C'est intéressant aussi. C'est sympa, ouais. Ça permet, disons, de faciliter la publication d'un livre, effectivement. Donc, du coup, je me suis dit, je vais essayer ça. Je les ai un peu plus romancés, et puis j'en ai créé des nouvelles. Je crois qu'il y en a 7 sur les 21 qui sont inédites, et puis après, je les ai réunis, et puis j'en ai fait un bouquin qui est sorti. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'humour. On retrouve la Gazette du Coin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments du monde réel qu'on retrouve un petit peu où tu as joué sur les mots. Donc, la Gazette du Coin, je ne sais pas à quelle référence tu fais, mais enfin, je me doute que c'est quand même un petit clin d'œil. Bien sûr, évidemment. Il y a plein de moments savoureux comme ça. Ça garde le même nom en 35, en 55, tu vois, ça dure les siècles, ce machin. C'est un journal qui n'est pas prêt de mourir. Ouais. Effectivement, oui, parce qu'il y a des dystopies en 2035, en 2055, en 2075 et même en 2135. Voilà. Oui, parce que les mineurs, ça y est, les mineurs sont plus profitables. Enfin, il y a plein de catastrophes. C'est-à-dire que... exactement. En gros, à chaque dystopie, on est dans une ville française, dans le futur, et on suit le quotidien sur une journée d'une personne qui vit donc dans un monde potentiellement où la crypto a pris le dessus, ou à l'inverse, elle est complètement refoulée, ou alors le métavers, les gens sont dans le métavers. C'est à l'envers. Le métavers est à l'envers. Le métavers est à l'envers à cause d'un bug. Je me souviens qu'il y a des histoires tragiques comme ça où il y a des pauvres gens qui sont coincés dans le métavers à l'envers. Il y a des histoires aussi sur l'intelligence artificielle. Enfin, un peu toutes les questions, finalement, les thématiques qu'on aborde en ce moment. Mais c'est vrai que j'avais pas remarqué que c'était toujours en France, en fait. C'est toujours une ville française. Non plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la dystopie, c'est du futur. C'est un peu à la Black Mirror, pour ceux un peu qui connaissent. Mais c'est pas aux États-Unis, c'est en France, tu vois. Et ça, c'est vrai qu'il y a un petit côté qui est agréable, quoi. Je trouve c'est marrant que tu te dis, si tu habites cette ville-là, tu es content d'avoir ta petite histoire, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai, alors tu as visé juste parce que tu as parlé de la thèse de Bush dans laquelle je n'ai jamais vécu, mais j'avais des souvenirs d'enfance et ça m'a fait marrer de voir cette ville. Il y avait le Cap Ferré, il y avait qui était englouti d'ailleurs certainement sous les eaux parce qu'il y avait quelque chose de tragique qui était arrivé. Il peut y avoir des inversions. On retrouve aussi ton côté ingénieur aérospatial parce qu'il y a des inversions de pôle, il peut se passer des hivers magnétiques. Enfin, il y a plein de choses terribles qui peuvent se passer, ce qui fait que Internet peut tomber. Il y a plein d'histoires. Il y a plein d'histoires sympas, quoi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ton univers est dystopique, mais le ton de l'ouvrage est joyeux et drôle. C'est-à-dire que on ne déprime pas en le lisant. C'est-à-dire qu'au contraire, on va s'affronter à quelque chose. J'ai essayé, en tout cas, effectivement, que ça soit qu'on prenne du plaisir à le lire. L'idée, en fait, c'est vraiment d'introduire le vocabulaire crypto sans chercher forcément à l'expliquer parce qu'il y a plein de livres qui permettent ensuite de pousser plus loin. Typiquement, la BD de Daniel, ça peut être aussi Bitcoin et crypto-monnaie facile de Alexandre Stachenko et Claire Balva, il est vachement bien aussi. En gros, l'idée, c'est vraiment de faire tomber juste une première barrière en apprenant à découvrir le vocabulaire, mais de manière vraiment ludique pour que les gens, après, aient envie de poursuivre avec d'autres ouvrages. En fait, c'est vraiment. Et je pense que ça va encore plus loin que ça. Parce qu'en fait, finalement, l'objectif qu'on avait au début, c'était pas forcément d'expliquer. L'expliquer, c'est un peu c'est l'objectif, c'est la cerise sur le gâteau. On voulait en fait dire que ça peut on peut créer des histoires avec cela, comme avec n'importe quel autre thème. Et on aura l'occasion d'en reparler. J'aurais une petite question à te poser, Benjamin. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues comme moi et Helmut te contacter sur Twitter en disant c'est bien que tu fais des histoires. Est-ce que tu as senti qu'en fait il y avait que tu répondais à un véritable besoin de la communauté de se dire qu'on a nos petites histoires?
Alors, il y a quelques personnes ouais, qui sont venues en me disant bah, c'est cool ce que tu fais et tout. Et c'est venu en fait plus me conforter dans l'idée bah, ouais, que ça peut être cool de sortir un livre avec tout ça. Puis moi, j'avais envie de le faire aussi. À partir du moment où j'ai eu l'idée, je me suis dit ouais, trop cool, faut que j'essaye de faire quelque chose. Donc, ouais, il y a eu quelques personnes et c'est notamment grâce à elles et à toi aussi qui sont venus m'encourager finalement dans ce truc parce que mine de rien, c'est pas mal de boulot. Je pense qu'on en reparlera plus tard. Mais... Ah oui, c'est sûr. Ah oui, Et, mais moi et c'était ouais. moi, j'ai trouvé super rafraîchissant. Donc, quand je suis tombé sur la première dystopie, je me suis dit, ah, ça fait du bien une histoire qui parle un peu de nous, même si c'est une bûche de Noël avec des NFT, mais tu vois, tu vois, c'est comme si tu tombais sur une série Netflix et c'est l'histoire de Crypto Boys, quoi, enfin, ou de Degen, tu vois, et tu regardes l'histoire et puis ils ont des histoires de NFT et ça serait une série Netflix comme une autre. Bah, on serait nombreux à la regarder, tu vois. C'est comme si on était des Mais passionnés de planche à voile et qu'il n'y avait aucun film de planche à voile, tu vois. C'est un peu ça. Mais c'est vrai ce que tu as dit, Daniel, dans les séries Netflix, et celle qui fait plus écho, je trouve, aux crypto-dystopies, c'est Black Mirror. Il y a vraiment un Ouais. effet Black Ouais. Mirror où on se retrouve plongé dans le futur, à part que je trouve que l'ambiance est quand même plus joyeuse. C'est plus Oui, rigolo que Black ouais. Plus Mirror. pittoresque, Parce ouais. que Faut Black essayer de Mirror, positiver, c'est quand pas même forcément. sombre. Il faut garder l'optimisme. C'est quand même, voilà. Mais, Et puis elles sont relativement courtes, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu as parcouru l'histoire, paf, on bascule sur la suivante. Tu vois, donc t'as pas le Ouais. temps de t'enliser dans une histoire. Tu découvres un paradigme, un cadre, tu vois l'intrigue qui se termine et paf, on enchaîne à la suivante. Et Ouais, et puis j'ai mis aussi c'est très des zapping, moi images j'adore. Ouais. Hein? Il y a un petit côté Ouais, zapping, moi j'aime beaucoup. ouais, c'est ça. C'est ça. Ben ouais, j'ai essayé que ça soit rythmé, effectivement, pas trop long. Et puis, bah, c'était finalement la caractéristique au départ quand je publiais les textes sur le journal, c'était aussi très court et je voulais que ça reste rythmé comme ça. Mm. J'ai aussi mis des images pour illustrer un peu, à certains moments, ça permet aussi de alors, casser un peu la lecture. C'était une de mes questions au niveau donc l'illustration par exemple on reviendra sur Daniel parce que toi c'est un travail c'est quand même une bande dessinée avec ben, le pour fond je veux dire la découverte de Bitcoin par et des cryptos par une jeune femme qui vient de Mm. quitter et donc il y a tout un univers graphique et tu nous en parleras Daniel mais toi aussi Benjamin c'est-à-dire que chaque chapitre est illustré par je me demandais comment tu avais fait les illustrations est-ce que tu as utilisé la fameuse intelligence artificielle est-ce que Ah c'est oui, euh, effectivement. Ok, ok. Effectivement, Mais c'est ouais, joli aussi, figure-toi. C'est très différent. C'est, ça, disons que ça entrecoupe bien les différentes histoires en plongeant le lecteur dans un univers visuel qui se mêle bien à tes crypto-dystopies. Et, ben, ouais, mais c'est vrai avant, que j'ai alors, trouvé l'idée sympa et puis c'est vrai que c'est pas toujours simple, je trouve, de trouver un illustrateur ou de vraiment d'imager des fois des histoires qui se prêtent justement à la création comme ça d'illustrations qui sont sympas. Et c'est vrai que là-dessus, l'intelligence artificielle, c'est un sacré outil. Je trouve que ça facilite tellement l'accessibilité à ce type de choses. Donc voilà, j'ai ok. eu envie de le faire et donc c'est pour ça que je me suis lancé aussi dans les illustrations. Donc, Et voilà. donc c'est toi qui Ouais. t'es Ah, affronté à la bête, t'as lancé j'ai des. tapé Ouais, ok. dans la barre de commande et puis j'ai fait des essais jusqu'à trouver des images qui me plaisaient. Ouais. Ok, bon, mais c'est sympa. Tu nous parleras aussi de ton process, je te dis, de publication, parce que moi, je voudrais savoir comment ça marche pour Amazon, comment tu pourrais recommander à des auteurs ton expérience, en fait, avec l'interface et la diffusion. Donc, ça m'intéresse. Moi, ce que j'aimerais dire là, maintenant, en préambule, j'aimerais que vous présentiez vos œuvres. Moi, ce que je peux dire, ce sont des œuvres, en fait, qui sont accessibles, c'est-à-dire elles sont agréables à lire. Effectivement, ce sont pas, comment dire, des ouvrages vachement lourds, mais très qualitatifs, comme ceux d'Antonopoulos avec Mastering Beacon, Mastering Ethereum, etc., sont des livres assez frais, mais qui sont justes, puisqu'ils sont faits quand même par... Moi, je suis critique, hein, c'est-à-dire que chaque fois que je découvre une des œuvres, je me demande, bon, qu'est-ce que je vais découvrir? Donc, c'est pour ça que je recommande aux gens d'arrêter de lire les poncifs anti-Bitcoin, qui sont souvent, franchement, si encore c'était des critiques recevables, mais la plupart du temps, elles sont fondées. Et donc, vos œuvres sont super. Est-ce que vous me les présenteriez? Daniel, l'exercice est à toi. Je veux dire, D'accord. est-ce que tu nous présentes ton œuvre et à quel public elle s'adresse? Alors, Pourquoi il faut absolument, enfin, quel est ton objectif, quel est ton public, et qu'est-ce que raconte cette œuvre et en quoi, hop, comment tu l'as, bah, je veux bien tu l'as qu'on partage travaillé? déjà Bon, alors, en l'occurrence, c'est quelque Allez, chose qu'on a. Voilà. Alors, on va commencer avec bah, déjà la couverture. Alors, quel est le public? J'avais envie de toucher, pour être exact, deux publics. C'est-à-dire que au début, tu vas te dire que, au début, tu peux dire, voilà, c'est un truc pour que les gens veulent découvrir Bitcoin, mais j'avais pas envie de faire que ça.
C'est-à-dire qu'en fait, un besoin que j'avais remarqué et que j'ai ressenti dès que j'ai vu la crypto story de Benjamin, par exemple, c'est de se dire, en fait, on a un manque évident de cryptoculture. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de livres, on n'a pas d'histoire, on n'a pas de fables, on n'a pas de trucs qui parlent de nous, qui parlent de nos passions, qui parlent des NFT, parlent de ce qui pourrait être le métaverse. Il n'y a rien de ça. Il y a pas un thriller. T'imagines, il y a pas un thriller ou un policier dont la thématique c'est de l'enquête on-chain, un gars qui a volé des cryptos et qui a réussi à cash out quelque part. On n'a pas ça. Et c'était une époque où j'étais tombé sur un épisode de Pompiers où à un moment donné, il parle de mineurs de Bitcoin. Je me suis dit, ah, c'est cool. Et en fait, le fait, c'est que les mineurs, en fait, ils avaient volé l'électricité dans un immeuble et du coup, l'immeuble avait pris feu à cause de ça. Ça, c'était encore des méchants. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on parle de Bitcoin ou de crypto-monnaie, c'est parce qu'il y a une ransomware, c'est parce que des mineurs sont en train de voler l'électricité ou ont foutu le feu, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent blanchir de l'argent. On est toujours les méchants. Et en fait, la question que je me suis toujours posée, c'est que beaucoup d'ouvrages que j'ai vus, même d'excellente qualité, expliquent ce que c'est Bitcoin. Et en fait, ce qu'on vit, toi, moi, enfin au Journal du Coin, c'est encore plus fort parce que vous le vivez au quotidien, ce que vivent les gens qui nous écoutent, ce que c'est que vivre un bull run, bah, en fait, on raconte pas ce que c'est que vivre un bull run. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que vivre un bull run et comprennent pas en fait que quand t'as quelqu'un qui arrive et qui te dit Bitcoin, c'est du blanchiment d'argent, machin et tout, il comprend pas comment ça se fait qu'il y a 50 personnes qui lui sautent à la gorge. C'est-à-dire qu'ils savent pas en fait le paradigme dans lequel on vit. Cette émotion, cette histoire qu'on vit. Et en fait, c'est un peu comme, je sais pas si tu connais Top Gun. Si tu veux expliquer qu'est-ce que la beauté ou la folie ou la grandeur d'être un pilote de chasse, bah tu fais pas un manuel Wikipédia pour expliquer comment on vole un avion. Tu fais pas un manuel stratégique pour dire que l'aviation militaire aérienne c'est hyper important sur le champ de bataille. Non, tu fais Top Gun. Et en regardant Top Gun, tu dis ah putain j'ai envie d'être pilote de chasse. C'est exactement ça. Et en fait, ce que faisait Benjamin et ce que j'ai voulu faire, c'est faire Top Gun quoi. C'est faire une histoire qui est dont nous sommes les héros. Et en fait, le pré-coiner, bah en fait, il va dire ça, il va dire ah bah oui, bah c'est des gens humains, ils ont des émotions. Putain, si moi ça m'arriverait, comment je réagirais? Bah tiens, pour le prochain bull run, j'ai peut-être envie d'en faire partie. Et nous, bah ça nous permet de nous y retrouver. Donc en fait, l'objectif qu'on a eu pour la bande dessinée, c'est de faire un truc en double lecture. C'est-à-dire faire quelque chose que quelqu'un qui n'y connaît rien puisse lire, avec des schémas explicatifs dès qu'on aborde un thème un tout petit peu compliqué. Et si la technique, ça l'intéresse pas, elle peut zapper le schéma explicatif et continuer l'histoire. Ça ne pose aucun problème, tu vois. Donc, si tu as envie d'apprendre, tant mieux. Sinon, l'histoire se suffit à elle-même. Et pour nous, qui sommes un peu plus initiés, bah, il fallait mettre des petits clins d'œil, des petites émotions. Merde, j'ai perdu ma phrase 6, donc je panique, je retrouve pas ma ledger. Merde, le premier crash en mai, putain, j'ai envie de vendre, je vends pas, je panique sell ou pas. Enfin voilà, toutes ces choses-là qu'on vit et qu'on ne décrit que par des tweets un peu fort en couleur émotionnelle, bah, il est inaudible pour la majorité des gens. Donc il fallait le poser et en faire une histoire. Donc je vais te poser deux planches que je partage assez souvent et on va les commenter un tout petit peu. Mais si tu as des questions, Benoît, vas-y, n'hésite pas à les poser. Non, mais moi j'avais des commentaires bah, vas-y, tu peux y aller. Expérience en tant que lecteur. Donc moi je suis d'accord avec toi sur les deux niveaux de lecture parce que effectivement, moi j'étais moins intéressé par la technique que j'ai déjà lu et relu, mais que j'ai quand même lu pour voir, pour tout simplement vérifier que tu n'écris pas de conneries déjà, on sait jamais. Ce qui m'aurait énormément surpris, c'est-à-dire ou pour même pour voir que je comprends tout, donc ça allait. Et mais par contre, effectivement, je me suis retrouvé dans le personnage, c'est-à-dire que la charge émotive, je l'ai retrouvée. J'ai trouvé très très drôle les blocs où on voit la valeur de ce qu'elle possède. Donc déjà le temps qui s'écoule en bloc, c'était avec évidemment la double lecture, la date et le bloc. La valeur du portefeuille, évidemment le comportement du héros avec son portefeuille et qui ne fait que grossir. Puis ses cauchemars, elle fait des cauchemars, c'est vrai, le cauchemar du hack, parce que voilà. Et ensuite les phases de chute, de stress, c'est vrai que je me suis reconnu. J'ai retrouvé aussi des épisodes qu'on a vécu, c'est-à-dire qu'il y a l'épisode Luna, il y a l'épisode FTX. Donc c'est vrai que même quelqu'un qui a déjà des crypto-monnaies, en fait, va pouvoir s'attacher à ce petit personnage et à cette histoire qui est légère, mais pas tant que ça, qui a quand même un fond. Donc, moi, je m'y suis retrouvé, en tout cas, et j'ai eu de la sympathie pour Alice, et j'ai traversé quelques problèmes, et j'ai trouvé que c'était assez réaliste. Voilà, donc ça m'a plu. Et j'aime bien le terme de pré-coiner que tu viens de... qui est plus sympa que le terme de no-coiner. Il est pas de moi, mais...
Mais je l'aime beaucoup. Je crois que c'est à Surfing Bitcoin que je l'ai entendu le terme de préconner. Et Ah, effectivement, ok. très Et, très bon. et tu vas nous présenter tes deux planches, mais c'est aussi quelque chose, donc j'ai trouvé que c'était quelque chose d'accessible aux pré-coiners comme aux hardcore coiners, je veux dire, aux maximalistes ainsi qu'aux shitcoiners. C'est-à-dire que c'est un livre assez accessible, donc il peut se lire pour soi ou qui peut s'offrir facilement, c'est bien. Je suis d'accord avec Mm. toi. Et Alors, n'hésite pas à me partager tes deux planches que tu souhaites partager. hop, voilà. Alors, je vais partager celle-là en premier. Alors, pourquoi je vais partager celle-là? Parce que c'est la première planche qu'on a fait du Salvador. Mhm, Une bande dessinée, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, se construit pas toujours de manière linéaire. C'est-à-dire que globalement, bon, pour résumer globalement, il y a l'histoire, je l'écris, on voit si elle plaît effectivement à la maison d'édition. Avec cette histoire, on la communique à certaines personnes qui sont des illustrateurs en disant voilà, est-ce que vous serez d'accord pour dessiner cette histoire parce que si t'as pas de dessinateur, bah, une BD va pas aller beaucoup plus loin. Hein. Et donc on a trouvé effectivement dans Nicolas Ballas quelqu'un qui était déjà un petit peu crypto curieux, qui a lu l'histoire mhm. et qui s'est dit ah d'accord, et c'est même lui qui d'une certaine manière m'a reconforté, m'a même beaucoup encouragé dans cette notion de se dire on va raconter une histoire, si on explique ce que c'est que la blockchain, Bitcoin et compagnie, tout ça c'est bien, mais il faut d'abord raconter une histoire. Et je pense que si j'avais pas eu un dessinateur comme lui, que j'embrasse beaucoup, que j'embrasse très fort, hein, parce que je l'apprécie énormément, il y aurait peut-être eu plus de schémas, il y a un peu moins d'histoire. Donc il a vraiment été attaché Ah ben je le à... remercie. Nous le Ouais, remercions voilà. tous. Ne- Voilà, et en fait, c'est ça qui est excellent, c'est que il a trouvé l'histoire de vivre un bull run hyper intéressante humainement et en émotion et tout ça. Et en fait, c'est l'une des premières planches où je vois le personnage d'Alice sous cet aspect-là, parce qu'il y a eu plein de tests qui ont été faits avant, et le personnage de Enrico, un Argentin, on va dire plutôt qui caractérise en fait le Bitcoin maximaliste. Hein, c'est-à-dire que dans cette bande dessinée, il y a des personnages. Et en fait, chacun de ces personnages, si j'ose dire, bah, en fait, correspond à une forme d'archétype de ce qu'on rencontre. En fait, donc il y a les no-coiners, il y a le bitcoiner sceptique, il y a le curieux qui pose des questions, il y a le maximaliste bitcoiner, il y a le développeur Web 3 un peu dégène. Enfin voilà, vous avez un peu tout ce qui existe. Et globalement, Alice va rencontrer ces personnages, va apprendre des choses d'eux. Et on a effectivement cette scène qui se passe au Salvador où il y a plein de petits clins d'œil. Déjà, on parle un peu de l'histoire du Salvador, on leur a expliqué qu'effectivement, c'est lors de leur bicentenaire, de leur indépendance, que Bukele instaure le Bitcoin. Donc, tu vois, il instaure pas ça un jour n'importe lequel, hein, il instaure ça pendant le Ouais, ouais, bicentenaire ouais, de bien leur sûr. indépendance. Donc, c'est vraiment marqué le coup. Il y a cette affiche de El Mocete au fond à droite, qui est une partie de l'histoire qui est très importante au Salvador. Pour celles et ceux qui sont les plus curieux, je vous encourage à la Ah regarder. oui. Mais globalement, c'est un village qui s'est fait massacrer pendant la guerre civile par des brigades, indépendantistes. Donc il y a comme ça des petits clins d'œil qui sont faits un peu partout au niveau de la bande dessinée. Pour celles et ceux que ça intéresse. Et c'était ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des gens comme ça qui vont voyager dans le monde, dans certaines parties, et on va aborder des sujets qui sont, bah voilà, est-ce que la monnaie c'est bien, est-ce que c'est quoi l'économie autrichienne, c'est quoi être cypherpunk, est-ce que c'est bien de posséder par soi-même ou pas, est-ce que j'achète, est-ce que je vends, est-ce que c'est bien d'être maximaliste ou est-ce qu'il faut être diversifié. Toutes ces questions, en fait, on va les poser avec légèreté. Hein. Le but n'est pas d'avoir un Tout parti à pris au fait. départ, mais de se dire qu'elles font partie des questions qu'on se pose, en fait, communément ensemble. Moi, je trouve que c'est un fil pédagogique intéressant parce que j'en ai noté justement à la lecture. Donc, il y a évidemment les concepts classiques blockchain, mining, fork, il y a réserve fractionnaire, il y a des concepts comme airdrop, seed, tu vois, de wallet. Il y a les cypherpunk, les locales autrichiennes, les stablecoins, le Salvador, la finance décentralisée, les Bored Ape. Donc, ça, c'est quelques clins d'œil. FTX, Terra Luna. Enfin, voilà, il y Mm. a aussi d'autres. Je vois à la fin du livre qu'il y a à la mémoire d'Aaron Schwartz. Ouais, Donc c'est un héros que tu as choisi. Donc je crois qu'il ouais. s'est suicidé. C'était un hacker. Enfin, c'est un Ouais. personnage pas si connu que ça de l'écosystème, mais qui est connu des cypherpunks Ouais, plus que de l'écosystème. c'est tout à fait. Enfin, Aaron est une figure chez les cypherpunks. Et moi, je suis issu de l'écosystème cypherpunk. En fait, je faisais partie de la quadrature du net bien avant Bitcoin. Au départ, en fait, j'ai fondé le libre.
Donc quand effectivement les crypto-monnaies, Bitcoin ont commencé à devenir un véritable sujet, bah, c'est aussi cet aspect-là sur lequel je me suis accroché. Et c'est quelque chose qu'on retrouve très fortement en fait dans la communauté. Euh, voilà, une certaine affinité pour la vie privée, pour effectivement Oui, tout tout à ce fait. qui en fait englobe le cypherpunk. Et je trouvais que c'était important. Par exemple, bah, je suis content que tu l'aies souligné, mais voilà, on en parle assez peu souvent de ce jeune homme en fait, à qui on doit beaucoup de choses, hein, notamment les Creative Commons, WikiLeaks, beaucoup de choses. Enfin, on lui doit énormément de choses sur le partage de communication. Le système judiciaire américain lui a fait très lourdement payer ses audaces jusqu'au point où en fait il a décidé de mettre fin à ses jours parce que c'était insupportable. Donc on a comme ça un cas de quelqu'un que j'ai pas envie d'oublier. C'est un peu comme un Assange, hein, comme Mhm. différentes personnes comme ça qu'on n'a pas envie d'oublier. Donc pour moi il était important que dans cet ouvrage je lui fasse honneur. Et, euh, et donc globalement, bah voilà, il va y avoir ces choses-là. Et tu sais, il y a le fils de Crypto Bubule qui a lu aussi la bande dessinée. Il y a beaucoup de personnes de l'écosystème qui ont lu la bande dessinée, notamment des très jeunes, donc des gens de 11, 12, 13 ans, et ils ont tout compris, ils ont tout bien aimé. Donc en fait, c'était pas évident, tu vois, de quelqu'un qui a 12, 13 ans, bah, de lui faire lire une bande dessinée sur la crypto et qui comprend et qu'il n'est pas choqué, qu'il n'est pas effrayé, qu'il est ah bah c'est intéressant, faut faire attention, ça peut être un peu dangereux, mais en même temps ça a l'air super palpitant. Et en fait c'est ça, c'est qu'en fait notre monde, si on a un tout petit peu de précaution, bah il suffit pas de faire de bêtises, mais en fait il faut le faire découvrir. Moi je fais découvrir à beaucoup de personnes qui sont un tout petit peu curieuses et ben ils les lisent et ils sont super contents. Donc c'est vraiment c'est une arme, ce que j'appelle une arme d'éducation massive. C'est vraiment ça l'objectif. Euh, et je vais mettre une autre dernière planche et puis après je laisserai un tout petit peu Allez, aussi vas-y. Benjamin parler un peu Ouais, de son arme d'éducation massive. moi, j'ai vu d'autres clins d'œil. Par exemple, j'ai vu que la grand-mère de Alice, elle aimait pas le régime de Franco. Tout à Donc, fait. j'ai. Ça c'est mon clin d'œil à moi, tu vois. Ça c'est mon Eh oui. c'est mon clin d'œil à moi, ouais. C'est Ensuite, il y a mon des clin d'œil à références moi aussi parce très que il y sérieuses. a ouais. C'est assez amusant, mais il y a beaucoup de pays européens ont vécu sous dictature. Donc c'est très particulier de vivre sous Salazar, dictature. Enfin, des Franco, gens qui ont grandi sous le même. franquisme, sous le fascisme ou sous le nazisme, c'est particulier en fait. Mhm. Tu apprends certaines choses et tu as aussi des schémas de pensée un peu différents. Et globalement, j'ai voulu essayer de trouver la raison pour laquelle un personnage comme Alice allait s'intéresser à la crypto. C'est-à-dire qu'on y arrive tous d'une manière ou d'une autre. Et je voulais pas la faire rentrer par le fait de j'ai envie de faire du x10, je prends du Bitcoin, parce que je trouvais que, enfin, tu sais, c'était un peu, enfin, je sais que toi tu veux que la mariée soit un peu sale, on l'a déjà dit plusieurs fois, Benoît, Ah oui, oui, mais oui. Ouais, ouais, je m'en souviens. ouais, Mais ouais. mais tu vois, je voulais quand même raconter une histoire. Je me dis bon, on va dire que c'est une cause, on va dire un peu plus proche, un peu plus propre, tu vois. Et j'avais cette idée de me dire qu'elle détestait les banques. Son père vendait des assurances pour les banques, elle trouvait ça insupportable, et que d'une certaine manière, elle a voulu mettre l'héritage de sa grand-mère, qu'elle respectait énormément, qui avait décédé, dans le Bitcoin, par souci un peu de contrariété, d'indépendance, de me dire, bah voilà, au moins je sais que ma grand-mère aurait aimé Bitcoin. Et ma grand-mère aurait aimé Bitcoin, bah c'est une pensée qu'on aborde très peu souvent. C'est-à-dire que pour des gens qui ont grandi en cachant des billets ou des pièces d'or sous leur matelas, Ah oui, oui. tu vois, je suis sûr qu'en fait, si on explique bien à nos grands-parents ce que c'est que Bitcoin, bah, ils seraient pas si allergiques qu'on l'imagine en fait. C'est-à-dire que c'est plus Ouais. compatible d'une pensée de l'ancien temps de posséder vraiment les choses que peut-être qu'aujourd'hui. Et ma grand-mère aurait aimé Bitcoin, je pense que c'était la phrase d'accroche que j'ai eu au départ. Et je me suis dit, bah voilà, elle fait ça par respect, par mémoire pour sa grand-mère. Et en fait, en découvrant Bitcoin, enfin, elle apprend du Bitcoin, puis après elle découvre qu'il y a d'autres conneries, qu'il y a des NFT, qu'il y a l'Ether, et enfin qu'il y a qu'il y a les smart contracts, qu'il y a toutes ces choses-là extrêmement intéressantes, hein, qui me passionnent aussi. Et en fait, ça fait un peu l'entonnoir. Tu commences par Bitcoin, puis tu élargis, puis après tu te dis bon bah dans tout ça, il y en a quand même des trucs qui méritent pas trop la peine de s'y attarder, donc on va réduire un tout petit peu l'entonnoir. C'est un peu cette espèce de diamant de sagesse qu'ont pas mal de personnes et qui sont un peu le chemin. Tu vois, c'est vraiment le terrier, c'est ton chemin initiatique. Tu apprends des choses au fur et à mesure tu avances. Et donc sur cette dernière planche, bah, par exemple, il y a des sujets sur 3 images comme ça. On aborde 3 images différentes, qui est d'abord le fait que là, elle a annoncé à ses parents qu'elle arrêtait ses études Ah pour oui. se consacrer entièrement à sa passion. Puisqu'en fait, comme elle dessine bien et qu'elle schématise bien, bah en fait, ça devient un peu une Lina Sèche plus pédagogue en fait de Twitter. Et en fait, elle explique des protocoles avec des petits schémas et elle est payée pour ça. Donc, elle gagne très bien sa vie et du coup, elle dit bah je vais arrêter de faire des études, ça sert à rien.
Et l'un des personnages qui s'appelle David lui aborde la notion de transparence. Lui dit voilà, c'est bien effectivement de dire les choses clairement, d'être cash, de pas avoir peur et je trouve que c'est important parce que dans notre communauté, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'on se dit les choses, quoi. Même quand elles fâchent, surtout quand elles fâchent d'ailleurs. Tu vois, on se dit les choses, on s'engueule, il n'y a pas de problème. En ce moment, il y a des dramas là. Il y a des dramas. Voilà. Il y a on de se dit les choses, sur les réseaux sociaux. Ouais. Voilà, tu vois, et on se dit les choses et on s'engueule, et je trouve ça hyper rafraîchissant en fait qu'on se dise les choses. Et donc, tu vois, c'est un peu expliqué dans cette partie-là. Et puis sur la fin, le fait de dire je dormirai quand j'aurai le temps. C'est-à-dire que nous, on sait que à certaines périodes du bull run, on ne dormait pas, quoi. On possédait pas. Et en fait, ça, on était possédés. Et ça, les gens comprennent pas. Comment tu peux être fasciné par cette période-là? Donc, j'avais envie, comme ça, sur plusieurs schémas, en fait, qu'on se retrouve sur le fait de t'es à la période où tu dors à peine. Tu vois, c'est ça. Tu sais, ouais. Et tu sais d'ailleurs, j'ai une phrase pour toi. On est souvent plus possédé qu'on ne possède. C'est-à-dire qu'on croit posséder beaucoup, mais en fait, on est surtout très possédé. Et voilà, c'est un côté sympa. Après, et moi, je trouve que tu as bien remis le truc. Donc, c'est vrai que je suis sensible, en fait, aux envolées des cours. Et moi, j'aime un peu quand c'est sulfureux, tu vois, et qu'il y a de l'action sur les prix. Mais tu sais que je suis pas du tout insensible aux doigts d'honneur financiers. C'est-à-dire que le fait que Bitcoin soit une forme de doigt d'honneur à la finance traditionnelle, ça me remplit de joie. Et c'est vrai que ce petit côté contestataire, tu l'as pas fait vulgaire, hein, ta BD n'est pas vulgaire du tout. Mais il y a un petit côté provocateur et contestataire que tu retranscris et qui fait plaisir. Oui, c'est ça. Parce que même si cette fille a l'apparence sage, finalement, est en train de faire un pied de nez à son compte de père qui est assureur dans la finance traditionnelle. Et c'est un des vecteurs, d'ailleurs, une de ses motivations pour passer à l'acte, c'est justement qu'elle n'en peut plus de ce carcan, on va dire, familial, tradi, et qu'elle veut tenter autre chose. Il y a quelqu'un qui t'a posé une question et qui est dans le chat, donc on va faire Est-ce que tu as fait partie des cofondateurs de la Quadrature du Net, parce que tu as évoqué la Quadrature du Net, ou je sais pas si c'était bien compris ou pas. Je n'ai pas fait partie des cofondateurs. J'ai participé à des conférences. En fait, à l'époque où je me suis beaucoup intéressé, j'enseignais dans une autre école qui s'appelait Éthique, et notamment j'enseignais tout ce qui est logiciel libre, tout ce qui est licence Creative Commons, tout ce qui est protocole Internet, tout ce qui est cryptographie, parce qu'à la base j'ai étudié la cryptographie, et en fait je mettais un point d'honneur dans les écoles d'ingénieurs dans beaucoup d'endroits de sensibiliser celles et ceux qui allaient orchestrer le numérique demain à ces choses-là. Et donc en fait, globalement, ce que je faisais assez souvent, c'est que j'amenais mes élèves là-bas. En fait, dès qu'il y avait une conf de la Croix des Tonnerres, je les invitais là-bas, dire écoutez le barbu là-bas, le Richard Stallman, là, vous allez apprendre des choses. Et en fait, c'était ça qui était intéressant. Ça veut dire que tu sais qu'il y avait je finirai peut-être là-dessus. Il y avait le truc de dire buy Bitcoin, et j'étais très heureux. D'ailleurs, c'est dans la BD à la fin. Je trouve beaucoup plus intéressant de dire le study Bitcoin. Tu vois, et en fait, c'est ça il y a un truc que je ne supporte pas parce que pour moi c'est une forme d'obscurantisme, c'est détester sans comprendre. Ça veut dire, tu feras un bouquin qui dira du mal de Bitcoin, mais aimer sans comprendre. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu tristouné d'aimer sans comprendre parce qu'en fait dès que tu comprends tu ne peux que l'aimer. tu vois c'est aimer sans comprendre, c'est que tu t'es content d'aller voir un film avec tes potes parce qu'ils te disent que c'est génial, mais au final quand tu vas voir le film tu seras tout aussi content parce que tu vas commencer par comprendre. Mais tu vois, il y a ce côté c'est vraiment sérieux ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, Benjamin, il nous a montré à quel point ce sérieux peut basculer d'un mauvais côté si on se laisse faire. C'est-à-dire que toutes les dystopies que tu montres, la moitié des dystopies, c'est parce que ça perd le contrôle du citoyen, ça se retourne contre lui. Donc, et c'est hyper important. Je suis d'accord avec toi. Pour un citoyen, c'est hyper important de comprendre ce qui se passe, quoi. Et d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment l'avantage, enfin, le truc incroyable avec Bitcoin, et je pense que c'est ce qui explique en partie pourquoi on est à fond dedans quand on s'intéresse en fait au sujet, c'est que ça nous apporte une vision qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur l'économie, sur comment fonctionne le monde, et c'est quelque chose, en fait, on a très peu d'éducation en fait à l'école sur ces sujets-là qui sont pourtant hyper importants, même ne serait-ce que la question de qu'est-ce que l'argent, en fait, on l'utilise tous les jours, on se pose jamais vraiment la question de ce qu'il y a derrière, et en fait tu découvres tout ça, en fait, tout d'un coup avec Bitcoin, je trouve. Quand tu t'intéresses un peu au sujet, comme tu tombes sur des vidéos qui sont en lien, etc., ou sur des articles, etc. Et du coup, c'est ça que je trouve qui est assez incroyable avec Bitcoin, qui peut expliquer pourquoi on est tellement à fond dedans une fois qu'on a commencé à creuser.
Je suis Non, non, 100% d'accord. D'ailleurs, c'est la transition que je trouve qu'elle est parfaite entre justement Alice et les cryptodystopies. C'est que en fait, Bitcoin n'est pas qu'un sujet financier, c'est pas uniquement monétaire financier, c'est un sujet de société. Et donc, c'est vrai qu'il y a des questions de vie privée, de justice, de la monnaie. En fait, la monnaie, c'est un sujet philosophique. C'est un sujet monétaire, économique et philosophique également. Et c'est vrai que c'est des questions qu'on ne se pose pas. Tout le monde se pose la question de comment faire de l'argent. Personne ne se demande comment est fait l'argent. Mm. Et c'est typiquement ce genre de questions auxquelles amène à se poser Bitcoin. Ouais, Et donc, c'est ce que j'ai aimé. ouais, et en fait, ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça te permet d'aborder des questions qu'on n'aborde jamais en fait. Ouais. Et tu Je les fais un dernier soulèves. partage parce que je vais te faire un dernier partage parce qu'il y a Benjamin qui m'a fait penser à un autre point parce qu'en fait c'est exactement ça. Et ce sera le dernier partage, hein, parce que sinon après, bah, prenez plaisir d'acheter la BD, sinon vous allez gâcher tout le plaisir. Là, je te le montre en double planche parce que j'ai pas le fichier en PDF simple. Sur la partie de gauche, donc les schémas ils ressemblent à ça. Hein. C'est-à-dire que globalement, si vous devez expliquer les schémas à un ami à vous, bah c'est des schémas comme à gauche, donc c'est crayonné, c'est des petits dessins qui se promènent et qui inventent des concepts. On voit un petit Ethereum, on voit un petit Tezos, on voit un petit Matic, on voit un petit Cardano. Et en fait, tu vois par exemple cette image là, bah en fait c'est en trop détails. Quelles sont les vraies questions qu'on peut se poser? C'est de se dire quelle est la vraie différence entre le proof of work et le proof of stake. Bah, à part les aspects sécurité, c'est que dans l'un, c'est l'économie est menée par, enfin, dans l'un, l'argent est créé par la force de travail, dans l'autre, l'argent est créé par le capital. Et en fait, Mhm. est-ce que c'est le capital qui doit générer encore de l'argent ou est-ce que c'est le travail qui doit générer de l'argent? Bah, c'est pas une question légère en fait. Tu vois, c'est pas Mhm. et le proof of stake et le proof of work, au-delà des aspects sécurité, au-delà de la décentralisation et toutes ces choses-là, bah, ils posent cette question-là. C'est les plus riches qui s'enrichissent ou est-ce que bah en gros bah l'argent il faut la travailler pour l'avoir, est-ce que la monnaie doit être forcément dure, et c'est des choses qu'on se pose jamais comme question parce qu'on a une éducation financière comme l'a dit Benjamin qui rase la maquette. Et donc c'est aussi à chaque fois qu'on aborde un sujet, c'est te dire même si ça devient une dispute de geek à haut niveau, si on monte d'une marche, cette dispute est loin d'être une dispute de geek. C'est aussi des disputes idéologiques, c'est aussi des partis pris et ces aspects-là quoi. Euh, Mais on le voit bien dans des personnages aussi. Tu fais des débats entre les différents personnages. Donc il y a Alice qui en fait finalement passe de précoiner à comment dire qui veut démocratiser, qui s'investit corps et âme et qui veut poursuivre l'adoption de permettre à ce secteur une plus grande adoption. Donc il s'investit corps et âme et elle est confrontée à des amis, à des parents, à des gens qui ne comprennent pas. Et donc il y a cette discussion. Oui, mais l'écologie. Oui, mais c'est compliqué. Oui, mais la finance traditionnelle marche bien. Et c'est vrai que tu fais discuter ces personnages et ça rend le sujet vivant. Il est léger, mais les questions sont profondes. Et ouais. donc, c'est vrai que c'est agréable et ça fait du bien. Et au-delà de cela, par niveau d'agacement, et on le sait souvent, combien de fois tu parles de, tu sais, quand tu as envie de parler de crypto à quelqu'un que tu connais à peine au restaurant, il y a toujours un petit, t'as une sonnette d'alarme dans ta nuque, tu sais, qui te dit, fais gaffe, ça se trouve que tu vas pourrir le repas. Tu vois, on le Ouais. sait, ça se trouve que tu vas pourrir le repas, ça se trouve il va se dire quoi, Alors, on te demande de zoomer sur l'image. tu investis sur ces conneries-là. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas évident en fait. Et tu peux trouver, et c'était ça aussi un tout petit peu le but de la bande dessinée, c'est de se dire, on peut. Alors, Alice est la première, elle a un petit côté punk, hein, comme tu as pu le remarquer, Benoît, elle peut rapidement Oui, s'énerver mais aussi. Mais globalement, tu vois, on aborde le sujet, on pose les questions. Et on dit bah, des choses très simples, hein, qui est de dire, bah attends 2 minutes, j'ai oui, j'ai deux questions concrètes. vas-y. Combien elle coûte cette BD et à qui tu l'adresses? Alors, elle coûte 20 euros. Oui, C'est ce qu'on appelle un roman graphique. Donc globalement, tu ok. as, bah, je l'ai ici. Hein, globalement, c'est plus long qu'une bande dessinée ordinaire parce que les bandes dessinées ordinaires, bah, elles ont moins de pages. Donc t'as une centaine de pages, d'accord, globalement. Mhm. 52, enfin voilà, 57 fois 2, donc ça en fait 114. Donc globalement, ça prend un petit peu de temps à lire parce qu'il y a quand même quelques petites références. Tu as un glossaire à la fin, tu as aussi qu'est-ce qui se passe après. Et s'adresse pour moi. Enfin, franchement, j'ai fait en sorte qu'elle soit la plus terrain possible, la plus tout terrain possible. Déjà, je pense que c'est les premières pierres. Je suis d'accord avec Benjamin là-dessus de ce que moi j'appelle cryptoculture.
ce que fait Léla Sèche avec les petits holders, ce qu'a fait Rémi Forte avec le mystère de Satoshi. Comme on était content de voir le mystère de Satoshi, puis tu regardes le truc, tu dis putain, c'est un truc que tu peux montrer à ton voisin, tu peux montrer à tes parents, tu peux montrer à tes collègues de bureau, et ça va pas être un sujet d'engueulade, tu vois. C'est-à-dire qu'on montre quelque chose qui est lié à notre passion, mais ça n'a pas un sujet d'engueulade. C'est pas une chaîne YouTube qui dit qu'on va faire x100, tu vois. C'est de la culture en fait. C'est vraiment ça. Et donc c'est vraiment donc ça c'est notre culture. Donc pour moi, ça vise effectivement les gens comme nous qui sont passionnés de ça. Et aussi, ça, c'est une arme d'éducation massive dans le sens où le frère, le père, la copine ou le copain, ou les enfants, hein, parce que j'ai aussi on a des apprenants qui ont 40 ans et qui aimeraient expliquer à leurs enfants pourquoi ils ont décidé de changer leur vie pour faire de la crypto. C'est aussi dire voilà, ça c'est l'histoire de l'un d'entre nous. Avec ses héros, avec ses drames, avec ses choses comme ça, tu vas apprendre plein de choses. C'est un peu notre monde. Ça, c'est un peu, ça, c'est Top Gun. Voilà. Je vais sans doute l'offrir à Noël et je cacherai peut-être une seed écrit dedans pour être sûr qu'ils le lisent, parce que tu sais que dans la famille, tous ses cousins, quand tu leur offres un livre, ils ne le lisent jamais. Donc, je cacherai une seed et comme ça, je l'offrirai à des pré-coiners ou des gens et on verra si finalement ils ont assimilé. Je chargerai la seed, je l'écrirai un petit peu en bas sur une note. Normalement, il y a 12 mots, tu expliques le concept dans la BD. Théoriquement, ils devraient être ravis d'avoir la BD et en plus, s'ils ont suivi. S'ils suivent leur devoir, voilà. Ça peut faire une bonne idée de cadeau, tu vois. Donc, ok. Et ben en tout cas c'est sympa. Et ben écoute, merci en tout cas, tu l'as bien présenté. On pourra répondre aux questions des gens dans le chat en fin. Moi j'aimerais que Benjamin, tu présentes ton œuvre aussi, parce que là on a vu Alice, donc on s'est initié aux crypto-monnaies, on était dans le réel, on était en mars de 2020 jusqu'en 2023 d'ailleurs. On a vu son parcours sur les 3 dernières années. Qu'est-ce que le futur réserve à Alice? Est-ce que tu nous donc on en a parlé. À qui sont adressées les crypto-dystopies? Quel est ton public? Quels sont tes objectifs et comment tu as commercialisé le livre, combien il vaut, à qui il s'adresse, quelques mots sur Crypto Dystopie. Si tu veux donner envie aux gens de l'acheter, pourquoi le lire, voilà, où c'est qu'ils peuvent se procurer tout ça. Avec plaisir. Donc Crypto Dystopie 2035, le concept, donc c'est vraiment un recueil d'histoires dystopiques qui ont pour but en fait d'introduire du vocabulaire crypto sans aucune autre prétention, mais de manière ludique, en fait, aux personnes qui vraiment ne connaissent pas du tout, ou ceux simplement qui apprécient de lire des histoires. Et à travers l'imaginaire, finalement, faire connaître un peu l'univers crypto, ce que c'est que ce vocabulaire quand on parle de Web3, de métavers, de Bitcoin, de Ethereum, de blockchain. Et donc l'idée, c'est, en fait, il y a 21 histoires, où dans chacune d'entre elles, on est dans une ville de France, en 2035, en 2055, en 2075 et même en 2135, comme je disais tout à l'heure, où en fait on va suivre le parcours d'un personnage qui, dans son quotidien, est amené à croiser la route de technologies, que ce soit de l'intelligence artificielle, du Web3, du Bitcoin. Et l'idée, c'est donc à travers son histoire qui est très courte, à chaque fois on switch finalement entre d'une histoire à l'autre sur ces 21 histoires assez rapidement, et on change d'univers à chaque fois. J'ai voulu le construire pour que ça soit vraiment accessible à tout le monde, aux débutants qui connaissent pas du tout le vocabulaire, mais qui veulent essayer de comprendre un peu cet univers, pour qu'ils aient des éléments de langage en fait, et faire tomber la première barrière pour faire connaissance en fait avec cet univers sur lequel on a souvent des préjugés d'ailleurs en lisant les médias, etc. Donc comme ça, c'est un livre qui mange pas de pain, où on lit finalement des histoires un peu imaginaires complètement, hein. J'imagine bien sûr des futurs dystopiques, mais aucun d'entre eux n'a la prétention de décrire une future réalité quelconque. J'ai peur qu'il y ait des bouts qui se réalisent, hein, malheureusement. C'est possible, ouais. Ce serait d'ailleurs intéressant de voir à quel point ça a pu être juste à un moment donné, ou pas du tout. Justement, ce serait drôle de se retrouver en 2035 et puis de voir le résultat. Et donc après, l'idée, c'est... Oui, pardon ? Non, vas-y. L'idée après, donc, c'est vraiment d'introduire cet univers, et puis en gros, à travers ce livre, j'espérais pouvoir piquer la curiosité de certains et qui puissent après poursuivre dans d'autres livres qui, cette fois, s'attaquent vraiment
au sujet crypto, expliquer un peu, à la lourde tâche d'expliquer ce que c'est que Bitcoin, un peu comme la BD de Daniel, où vraiment on suit l'incursion d'Alice dans ce monde-là, ou des livres un peu plus détaillés, mais qui sont souvent très pédagogiques aussi, quoi. Moi, je trouve que les livres sont très différents, mais ils sont très complémentaires. Donc, toi, c'est clairement un recueil de nouvelles. Donc, c'est 21 nouvelles, c'est un cadre de science-fiction. Moi, ça m'a fait penser, tu vois, je lisais quand j'étais plus jeune des Maupassant. Donc, j'adorais les nouvelles de Guy de Maupassant qui étaient un peu fantastiques. Hein. Tu peux avoir du Oscar Wilde. Et toi, c'est vraiment des nouvelles de science-fiction fantastiques avec l'univers crypto. Mais en fait, ce qui est sympa, c'est que je trouve que ça va au-delà de Bitcoin, clairement. Tu as des sujets transhumanistes, tu as des sujets cybernétiques, tu as des sujets de sécurité, mais de société, en fait. C'est encore une fois des sujets de société. Il y a même... la ville de 15 minutes. Il y a même plusieurs fois où tout ça. Ouais, il aborde plusieurs fois d'ailleurs, dans plusieurs de tes histoires, tu as aussi un peu comme dans le film Time, où tu sais, la monnaie c'est le temps. Et en fait, tu dois payer pour vivre. Tu le ressors à 2 ou 3 fois. Et effectivement, ça marche très très bien en fait. Parce que pour le coup, c'est dans des contextes un peu différents. Et on sent que tu as des influences. Alors qu'on sent qu'il y a des films de science-fiction ou des livres d'anticipation ou dystopie qui t'ont particulièrement quand même inspiré. Et on retrouve ça avec la sauce crypto. Donc c'est un régal, quoi. Alors on se pose tous la question de ce que c'est que la monnaie ultime finalement. C'est ça, ouais. On va attendre, finalement, il y a très peu. Si la monnaie, ça devient du temps, quoi. C'est ça le point. Pourquoi pas, ça peut être. Moi, je pense qu'il faut citer quand même quelques titres de nouvelles parce qu'ils sont vraiment géniaux. C'est-à-dire que tu as la nouvelle numéro 3 en 2035, les gouvernements ont disparu. Donc, tu vois, ça te donne envie tu te demandes ce qui se passe. En 2035, tu as Vitalik, le cofondateur de Ethereum, a disparu aussi. La 7, qui est la préférée, c'est-à-dire que chacun va pouvoir avoir qui est la préférée de Daniel, c'est par exemple l'énergie devient plus précieuse que l'or, excusez-moi, je l'ai mal prononcé. Ouais. Donc, c'est des tas de sujets de société. C'est-à-dire que le sujet énergétique, c'est un sujet géopolitique qui est très actuel. Et c'est vrai qu'on va le retrouver et qui se confond aussi avec la monnaie, comment on achète l'énergie, ce genre de choses. Donc là, l'énergie devient plus précieuse que l'or et devient rare. Ça devient un vrai problème. On a un hack rend un lycéen milliardaire. Alors ça, elle est très, très rigolote. Parce que en fait, c'est c'est une donation providentielle. C'est-à-dire qu'il y a un lycéen qui se retrouve avec... Mais c'est aussi une donation providentielle avec son lot d'emmerde. Donc à chaque fois, c'est vrai que il y a une sorte de cluedo, je me souviens plus laquelle c'est-à-dire qu'il y a un meurtre. C'est la dernière quasiment. C'est la dernière. La toute dernière, c'est en 2075, les intelligences artificielles sont devenues conscientes. Ouais. Bon, tu spoil un peu au début. Avec le titre, tu spoil un peu quand même. Sauf que tu réalises qu'à la fin, en fait. C'est vrai. Ouais. Ensuite, la terminologie est très drôle. Un passage de la numéro 7 quand même que j'avais retenu. Donc, on est dans cette fameuse nouvelle où l'énergie vaut plus cher que l'or. Et le personnage, donc on entame, tu présentes souvent les personnages, il y a un nom, un lieu, il y a des horaires. C'est vraiment, la narration est bien faite. Et ce personnage va sur le marché et il demande s'il y a du poisson. Et on lui répond, non, désolé monsieur, il n'y a plus de poisson sur l'étal parce que, évidemment, il y a eu des désastres climatiques et c'est très dur de s'approvisionner. Il ne reste que des méduses. Donc, et ça parce que les méduses pullulent dans les océans. Et alors moi, j'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire en imaginant cet étal qui n'avait plus de poissons parce que les eaux sont trop chaudes, mais les méduses se développent bien. Et maintenant, les gens mangent des méduses. Et donc, on se projette à chaque fois dans chaque nouvelle qui est indépendante, mais qui sont quand même, il y a des petits clins d'œil des unes aux autres. Hein. On se retrouve dans des univers extrêmement drôles. Donc, il y a, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Bitcoin est attaqué par les États. Il y a les transhumanistes aussi. Alors, je sais plus comment c'est. Ah oui, j'ai vu. Ensuite, tu joues aussi avec des classiques. Ce que j'aime, c'est quand tu reprends. Donc, à un moment donné, il y a un NFT qui a été volé. C'est la Fauconde. C'est pas la Joconde, c'est la Fauconde. Et c'est cette femme à tête d'oiseau avec des yeux globuleux qui te regarde toujours, quel que soit le moment où, l'endroit où tu te mets. Donc ça m'avait marqué aussi quand j'ai vu cette Fauconde qui était une femme à tête d'oiseau avec des yeux globuleux qui te regardent, quel que soit l'endroit où tu es dans la pièce. Voilà, il y a des moments qui sont vraiment hilarants. Et je trouve que c'est la narration et la qualité littéraire est excellente et les sujets abordés sont très actuels. C'est-à-dire que voilà, intelligence artificielle, il y a aussi des concepts qu'on va retrouver au World Economic Forum, typiquement cette ville de 15 minutes et ce plan le grand reset qu'ils veulent nous faire en 2030. On le retrouve dans ces crypto-dystopies. Donc il y a toutes les difficultés de la Terre à se déplacer et à chaque fois les personnages vont se retrouver donc au gré des nouvelles dans des situations
que découvre le lecteur, c'est-à-dire est étonnante. Et je te dis, c'est un petit peu ubuesque parce que parfois ça n'a pas, ça n'a pas de sens. C'est kafkaïen souvent parce que c'est très difficile de s'en sortir. On sent que l'État a une petite tendance à la prédation et évidemment on se demande. Et je pense qu'il vaut mieux posséder dans ces dystopies que tu me proposes, il vaut mieux posséder du Bitcoin que d'être à la merci de ce que ces États nous réservent. Donc franchement, c'est très rafraîchissant. C'est vraiment excellent. Il m'en manque quelques-unes. Et le sujet climatique, je crois qu'il est abordé dans quasiment chacun des épisodes. Ouais. Chacun des épisodes, il y a soit il fait très chaud, soit les saisons c'est n'importe quoi, soit ça, il y a des méduses à bouffer. Il y a forcément quelque chose. Ouais, c'est ça. Je le mets, mais en fait, sans appuyer dessus, en fait, pour que ça fasse on y pense sans vraiment s'en rendre compte. Et c'est ça. Effectivement, comme tu disais, Benoît, il y a plein de sujets de société qui sont abordés, mais en fait, c'est un fait établi parce qu'on est en 2035 et c'est comme ça. Et sans forcément appuyer dessus, en fait, ça fait réfléchir. C'est aussi un peu le message que je voulais. Surtout, c'est drôle. Surtout, c'est drôle parce que je veux dire, chaque fois qu'on te parle du réchauffement climatique, les gens ils te disent bon, ben il va faire 40 degrés, il fait sec partout, voilà, c'est la merde. Mais toi, il se passe des trucs beaucoup plus drôles que ça. C'est-à-dire que tu as un problème astronomique où finalement il va y avoir une inversion des saisons que tu vas justifier par un phénomène de physique improbable mais savant. Du coup, l'hiver est en été, l'été est en hiver, et c'est quand même drôle. À chaque fois, c'est surprenant. Disons que moi, je suis pas mal amusé aussi avec les jeux de mots. Les noms aussi. Les noms. Ça, je peux pas m'en empêcher. Donc, il y a des petits, des jeux de mots. Et ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup parce qu'en fait, quelqu'un qui n'en aurait rien à faire des cryptos pourrait prendre du plaisir à lire ton livre. Ah ouais, c'est vraiment le but. Et voilà. Moi, en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Et en fait, tu sais, il y en a, tu sens que c'est des dystopies. Bon, ça arrivera probablement pas. Il y a des extraterrestres. Et là, quelquefois, c'est des extraterrestres, attention. Mais la 12, ma préférée, c'est la 7. Mais la 12, tu sais, avec 1934, l'humanité n'est plus vraiment libre. Ouais. Je pense qu'on est à quelques centimètres. Ça veut dire c'est-à-dire que si je suis autorisé à lire un petit bout de passage. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il parle en gros, je vous spoil pas beaucoup l'épisode, mais bon, de toute façon, en 3 phrases, comme vous avez pu comprendre, l'histoire est assez courte à chaque fois. C'est un enfant en fait qui est en train de passer une sorte de brevet, et selon ce brevet, on va décider par une sorte de crédit citoyen ce qu'il aura le droit de faire plus tard. Est-ce qu'il aura le droit de continuer les études? Est-ce qu'il va devoir faire des boulots manuels? Est-ce qu'il va être jarté? Et dans cet épisode-là, si tu as une trop bonne note, si tu es trop intelligent, tu es baladé aussi. C'est-à-dire que tu vois, il y a un truc, c'est-à-dire qu'il faut être bon. Ouais, il faut être intelligent. Bon, en fait, c'est comme les meilleurs des mondes. Ça veut dire que tu es classe A, classe bêta, machin, donc de Huxley, le meilleur des mondes. Il faut être bon, mais si tu es trop intelligent, c'est pas bien non plus. Tu vois, tu vas foutre la merde. Et donc, déjà, j'ai trouvé moi, en tant la pédagogie, c'est ma passion, donc j'ai trouvé ça profondément merveilleux. Et t'as le père, après l'examen, qui l'amène à une banque pour créer son petit crédit bancaire. C'est son premier compte, et on lui offre 50 euros ou un truc comme ça, ou 8 francs, je crois. Et en fait, il lui explique que par contre, tu dois les dépenser vite parce que c'est déjà en train de fondre. C'est-à-dire que globalement, ça a une date de péremption. Exactement. Avec les fameux MPC qui ont une date de péremption. Et tu vois ça en plus à travers les yeux de l'enfant. À travers les yeux de l'enfant. Et en fait, l'histoire finit comme ça, de retour chez eux, en plein cœur du quartier de Zola, à 2 pas du parc potager des Fourmilières, Louis court annoncer la bonne nouvelle à sa mère. Maman, le responsable de la banque m'a donné 50 euros. On va pouvoir racheter la maison, comme ça, plus besoin de déménager. Et sa mère éclate de rire. C'est très gentil, mon poussin, mais j'ai bien peur que cela ne suffise pas. Je pense qu'une bonne glace à l'italienne cet été sera un bon choix plus adapté, si les prix ne montrent pas trop d'ici là. Enfin, c'est-à-dire que tu vois, c'est affreux en fait, envie de pleurer pour le gosse en fait, parce que 50 euros, il pourra même pas s'offrir une glace, et l'inflation est telle qu'on n'est même pas sûr de pouvoir s'offrir une glace en été avec 50 euros. Donc en fait, moi j'ai adoré ce livre parce qu'en fait c'est en permanence des choses comme ça. C'est drôle, mais c'est aussi pas drôle à la fois. Tu vois, il y a plusieurs épaisseurs comme ça. Tu ris, c'est rafraîchissant, mais en même temps derrière c'est pas si drôle que ça. Et c'est le bon dosage. Tu vois, c'est un petit côté aigre-douce, tu vois, qui fait que tu retrouves le sucré, mais que t'as quand même le côté un peu aigre. Celle de Neuralink qui est la suite juste après. Tu sais, avec le gars qui était devenu clandestin parce qu'il refusait une puce dans la tête. Moi je l'ai adoré. Parce qu'elle m'a rappelé le film et le jeu Syndicate, où en fait, si t'as pas de puce, t'as pas de boulot, et que en gros, la puce te permet aussi de te faire voir ce que tu veux. Donc, il y a des gens qui refusent la puce parce qu'ils ont envie de voir le monde tel qu'il est. Et donc, c'est des vraies questions que Neuralink va poser demain.
te dire aujourd'hui t'as pas internet, tu peux pas bosser. Demain on peut te dire si t'as pas la Neuralink, on peut pas te brancher aux machines avec lesquelles tu bosses, tu pourras pas bosser. Donc tu seras obligé d'avoir un truc dans la tête. Putain, c'est une vraie question de savoir qu'est-ce qui va se passer si on est obligé d'avoir un truc dans la tête. Donc c'est ça, et ça c'est pas ça, c'est aussi de la cryptoculture. Tu vois, c'est notre culture aussi de s'approprier ces questions-là qui sont des questions sérieuses. Effectivement, il y a des NFT, des photos de singes et du x10 sur un shitcoin, mais en même temps, on a conscience que tout ça c'est autour. Voilà. Et voilà. Et la 7, je vous dirai plus tard un jour pourquoi je la préfère, mais il y a un truc dans la 7 qui est merveilleux. J'ai presque envie de l'envoyer à Anastasia. Faudra que tu me le dises. Je vais vous le dire très rapidement, c'est qu'en fait, dans le truc, c'est que l'énergie est devenue plus chère que l'or. C'est hyper cher l'énergie. Et c'est peut-être justement lorsque l'énergie devient hors de prix que l'utiliser pour faire du Bitcoin fait le plus de sens, parce que c'est ça qui va le rendre le plus précieux. Donc tu sais, il y a une espèce de subtilité, tu vois, où attends, mais tu sais, l'énergie a des mineurs et du coup le truc il est encore plus précieux que l'énergie parce que c'est obtenu à partir d'un truc qui est hyper précieux. Tu vois, avec le fait qu'il y ait la difficulté de calcul qui fait qu'au final, ça se trouve dans ce monde-là, t'as un vieil ASIC et t'arrives à avoir de l'énergie, t'arrives à miner parce qu'il y a plus personne quasiment qui mine, tu vois. Donc il y a un truc comme ça qui est un paradoxe qui est souvent le truc qu'on dit sur les bitcoiners, c'est qu'aujourd'hui ils consomment beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est gaspillée. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie qui est produite. Mais si demain il y a très très peu d'énergie qui est produite et qu'elle est devenue extrêmement précieuse, bah, le fait de se dire qu'il y aura quand même des mineurs parce que la difficulté de calcul fait que même si tu mets quelques watts, t'es quasiment sûr d'avoir le bloc, bah c'est une ironie merveilleuse. Tu vois ça, c'est-à-dire que Bitcoin s'adapte même dans un monde de pénurie énergétique. Et t'as pas beaucoup d'industries qui ont le mérite de faire ça. Ça c'est pour toi, Gouspio. Bisous. Ouais. Ça c'est pour ça. Mais tu vois, elle est magnifique cette histoire-là en fait. C'est une des qualités de ton livre, c'est que il fait travailler l'imagination. Parce que toi, tu as une première histoire qui est étonnante, qui va franchement de surprise en surprise, et elle t'amène à aller réfléchir au-delà. Parce que typiquement, ça a ouvert cette réflexion chez Daniel, tu vois, qui s'est dit que même en cas d'énergie rare, le Bitcoin était adapté. Donc ça l'a conforté dans sa radicalisation, hein, et quelque part, on t'en félicite. Hein. Moi, j'avais adoré aussi le gouvernement planétaire a tokenisé notre temps à vivre, et où il y a une plèbe, en fait, une majorité de gueux qui se bat contre une élite immortelle. Donc ça place. Alors ça, c'est des classiques de la science-fiction, parce qu'il y a oui. on les retrouve. Hein, c'est où on voit deux castes, des gens immortels, des gens, voilà, et il y a plein de sujets classiques en fait de science-fiction que tu as repris et tu as intégré cette composante crypto en plus, mais qui va énormément plaire en fait à tous les amoureux de crypto, mais qui n'est pas nécessaire. En fait, je pense qu'on peut apprécier vraiment sans spécialement s'intéresser aux crypto, on peut apprécier ton livre et être intrigué par ces concepts-là. Je l'espère en tout cas. Deux questions concrètes. Donc, combien ça coûte? Comment on se le procure? Yes, il coûte 13 € et il est disponible sur Amazon. Ok. Tout simplement. Tout public? Tout public. Oui, tout public. Oui, tout à fait. Et voilà, ouais, non, c'est tout. Ouais. Je suis passé par Amazon KDP, donc un service qui permet d'auto-éditer ces livres, qui est vraiment très simple. En fait, c'est la solution que j'ai trouvée. Je connaissais déjà un peu le système et donc voilà, ça m'a paru naturel de passer par là. Ça m'a permis aussi de Il y avait des coûts. Il y avait quoi? Quelles étaient les contraintes? T'as besoin d'avancer de l'argent ou pas d'ailleurs? Hein? Voilà. T'as besoin d'avancer de l'argent ou quelque chose, ou comment ça se passe? Non, du tout. En termes de coûts, finalement, il n'y en a pas eu tant que ça. J'ai fait corriger le livre par une correctrice professionnelle, donc ça, c'est un coût, forcément. Mais par contre, sur le service Amazon en lui-même, c'est gratuit. C'est juste que ils prennent forcément une partie du montant pour leur service. C'est quoi? Voilà, forcément. Et puis, tu as les frais aussi de l'imprimeur qui viennent se déduire. Ouais. Quels sont parce que moi je suis co-auteur aussi d'un livre. J'avais été très surpris à l'époque. Nous, c'était les éditions Duno et les deux auteurs, nous étions 3 et nous partagions 8% à 3. Et le reste était pour l'éditeur. Bon, mais ce qui en soi, nous, on n'a pris aucun risque financier non plus. Hein, donc, oui, c'est ça comme permet, ça. voilà, je n'étais pas habitué
comment dire, aux pratiques du Ah système. oui, c'est comme ça que ça marche en maison Et d'édition. Ouais. on s'était battu parce que comme on était trois, on s'était dit c'est plus facile de diviser 9%. Est-ce que vous pourriez pas nous faire 9%? Ils nous ont dit non. Alors après, évidemment, si tu es un auteur à succès, que tu as déjà fait plein de livres qui sont vendus des millions, je pense que tu as une marge de négociation parce qu'évidemment, le risque que prend l'éditeur, c'est qu'il sort ton livre, il prend tous les coups et derrière, il fait un bouillon. Bien sûr. Donc, il peut perdre de l'argent. Et si évidemment, tu es un auteur qui vend des millions de livres à chaque fois, son risque est beaucoup plus faible et tu dois pouvoir négocier ta marge. Mais c'était dans ces endroits-là. Donc, je sais pas après, vous êtes pas obligé de communiquer sur ce genre de détails, mais moi, si jamais, ça m'intéresse. Ouais, t'as des maisons d'édition aussi qui font des taux, croissants. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a tant de ventes, c'est tant de pourcents, mais dès qu'il y a plus de ventes, et qu'entre guillemets, le risque est absorbé, le partage est plus équitable, par exemple. Tu vois, et là, ils augmentent le pourcentage pour en gros dire que voilà, il n'y a plus l'excuse de dire on prend tous les risques ont été absorbés. Ouais, Pardon, vas-y, excuse-moi. Amazon, c'est combien? Vas-y, fais-nous rager, c'est combien? Non, du tout. T'es pas plus avantagé sur Amazon. En fait, tu as bien sûr le choix du prix de ton livre, mais par contre, en fait, c'est vraiment un jeu à chercher le bon prix. Mais en réalité, je gagne pas plus avec mon livre actuellement. C'est ça, 10% à peu près. Du livre, c'est exactement ça que je gagne. Après, forcément, c'est à toi de caler ton prix en fonction de ce que tu veux. Mais c'est pas forcément beaucoup plus avantageux. Moi, j'ai fait ça. En fait, honnêtement, quand j'ai fait mon livre, je sais que c'est tellement difficile en fait d'avoir une maison d'édition qui puisse soutenir ton livre. Moi, j'avais en plus sur mon livre l'étiquette crypto. En vrai, j'y croyais tellement pas à mes chances de réussir à travailler avec une maison d'édition que je me suis dit, je vais faire l'auto-édition, je connais, et puis au moins, je pourrais maîtriser pour ce premier livre. Je me suis dit que c'était une bonne solution. Finalement, je suis parti là-dessus plus pour ça. Tu sais que me dis, moi je pense presque que nous avons plus de scrupules que certaines maisons d'édition. Hein. Je pense que tu proposerais un titre Comment devenir millionnaire dans les cryptos. Je pense que ça peut attiser l'œil de quelques maisons d'édition. En tout cas, moi je sais qu'ils nous poussaient à mettre des titres un peu punchy, tu vois. Oui. Ça aussi, c'est un avantage quelque part de l'auto-édition, c'est que un avantage, il y a des inconvénients aussi. Parce que il y a quelqu'un qui veut. Attends. Excuse-moi, je te coupe, mais là, c'est une obligation professionnelle. Hein. Il n'y a pas une plateforme sur laquelle on pourrait acheter le livre avec l'option de faire un don. Je veux dire, est-ce qu'on prend les dons, Benjamin? Vous devriez glisser une adresse Bitcoin dans vos ouvrages pour qu'on puisse vous donner directement, finalement. C'est vrai qu'on pourrait faire. Moi, j'y ai pas pensé, je l'ai pas fait, mais. Putain, merde, on l'a déjà édité, mais on est con là. Alors, rappelle l'imprimeur. Typiquement, c'est un avantage de l'auto-édition, c'est que je peux modifier ce que je veux, moi, n'importe quand, et ça met une journée à peu près à s'actualiser. Mais c'est vrai que ça, c'est un avantage typiquement de l'auto-édition. Tu peux aussi choisir un peu. Comment dire, quand tu auto-édites, c'est moi qui ai choisi toutes les images et c'est vrai que j'ai décidé de tout. Mais par contre, effectivement, tu es tout seul dans l'histoire. Tu n'as pas l'appui d'une maison d'édition. Mais il est quand même sous forme physique, donc il y a quand même quelqu'un qui le. Mais il le gère, ils le font à la demande. Voilà, il est là. Ouais, mais c'est beau. Ouais, il est bien. Hein. En plus, je trouve qu'il est vachement coloré, donc quand il est posé sur la table, il claque bien. En plus, tous mes meubles sont noirs, donc tu sais, ça sort bien, quoi. C'est vrai que la couverture est punchy, au niveau couverture. La couverture est punchy, donc c'est un bel objet. Et après, oui, effectivement, la remarque que fait Krieger. Moi j'accepte les dons, hein. C'est-à-dire que globalement j'ai un ENS, donc vous imaginez bien que si vous avez de l'Ether par hasard là-dedans, ça va pas tomber chez n'importe qui. Benjamin, j'imagine aussi que tu peux mettre une adresse de don, hein, tout simplement. Oui, mais je pourrais. Sur ton Twitter. Et effectivement, par exemple, la première vente de la BD s'est fait en Bitcoin, c'est en Satoshi. Et c'était au repas du code. Où en fait le gars il a dit je te l'achète mais en Satoshi. Je dis ni une ni deux, il y a pas de problème. Attends, je t'enverrai l'adresse plus tard parce qu'il fallait que je trouve une adresse propre et tout ça. Et en gros il m'a envoyé plus un tout petit peu plus, tu vois, mais il a mis un petit pourboire. Et c'est vrai que pour le coup, merci pour l'auteur, tu vois, merci pour l'artiste, tu vois. Faut pas hésiter si vous avez pris beaucoup de plaisir à lire ces choses-là.
enfin moi à titre personnel, je le fais pas vraiment pour l'argent. Tu vois, c'est Pareil, plus, c'est déjà bon parce que si je voulais vivre de ça, bah déjà je vivrais de ça et je serais pas ce que je suis en train de faire actuellement. Et pour moi, c'était un véritable besoin. Je répondais à un vide, comme de la même manière que quand j'ai vu les crypto stories de Benjamin dans Twitter, il y avait un vide et il a comblé ce vide-là. C'est de dire bah en fait j'ai envie que bah, notre communauté elle ait ça à offrir à Noël, ça à donner à ses potes, ça à lire, enfin j'ai envie de nous offrir des cadeaux quoi. On n'a pas assez de goodies culturels. Vous voyez ce que je veux dire? On a des t-shirts, on a des ledgers, on a des décapsuleurs, des décapsuleurs Ethereum, mais on n'a pas de culture. On très peu de rend pas. Mais culture. Je pense que Non, mais vous on a vous rendez commencé pas par les. compte. Pardon, vas-y. Excuse-moi. Vas-y. Non, je disais, je pense qu'en plus, vous rendez pas compte quand on a écrit un livre, qu'on a mis autant d'efforts dedans, de voir les gens le partager, etc. C'est quand même un plaisir assez incroyable. On se rend pas compte de l'émotion, mais c'est un truc de ouf. Ouais. Ah si, moi je m'en rends compte. En tout cas, pour ma maman, en fait, j'avais cessé d'être un dangereux anarchiste et pour ses amis un terroriste, j'étais devenu un auteur. Et donc c'était quand même un changement de statut qui était. Qui est Alors moi, ça appréciable. financièrement, ça Un m'a auteur pas terroriste. certes, le week-end uniquement, mais non, mais c'est vrai, il y avait un changement de statut, donc on comprenait toujours pas ce que je faisais, mais bon, un auteur quand même, c'est bien. Donc voilà, et c'est vrai que c'est quand même. Ben, en tout cas, moi, je vous félicite. Donc j'invite tout le monde à vous suivre, que ce soit sur vos réseaux sociaux, à aller. Je suppose que vous êtes distribués tous sur Amazon, toi aussi Daniel, et à d'autres endroits pour Daniel, je pense. Voilà, de faire découvrir. C'est un bon cadeau à faire. Et oui, et ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que pour répondre sur la culture que tu disais, on a commencé par des manuels et des livres très techniques, mais en fait, pour l'adoption, il y a besoin d'un éventail plus large de production Ouais. culturelle. C'est pour ça que des documentaires vidéo qu'a fait Rémi Fortier avec le mystère de Satoshi, c'est quand même merveilleux. Une BD, c'est très bien, je veux dire, il en faut. Et de la science-fiction, des nouvelles de science-fiction, c'est très bien aussi. Et c'était des thématiques qui n'existaient pas et qui sont sans doute plus agréables à lire pour l'immense majorité des gens. Ah, clairement. C'est-à-dire que parce que si tu à Noël, si tu offres, je veux dire, Mastering Bitcoin, Mastering Ethereum d'Antonopoulos ou un autre livre, c'est un cadeau empoisonné. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir ciblé quelqu'un qui veut. Alors que vos livres sont quand même beaucoup plus tout terrain et on y apprend des choses. Ils sont loin d'être nuls. Quoi. C'est loin de... Ouais. Donc tu apprends des choses, mais tu souffres moins. Ouais. Et il y a déjà il y a une réflexion pourquoi en fait Alice, l'histoire commence d'Alice pendant le Covid, c'est parce qu'en fait parallèlement à ça, pendant le Covid, bah on était enfermés chez nous, on se faisait chier, bah on a regardé des choses, on a fait Mais, des choses qu'on lisait pas. ouais, Tu sais, ouais. on a regardé Argent Dette, machin bidule sur YouTube, un document de 2 heures. T'aurais jamais regardé ça en temps normal. Et les gens se sont Ouais, intéressés à la monnaie et aux cryptos parce qu'ils avaient entre guillemets que ça à foutre avant un bull run. Donc imagine un peu le délire que ça fait. ouais. Et en fait, c'est ça. Mais en La plus, majorité des en plus, ouais. En plus, elle a acheté le bottom, c'est ce que je voulais dire. et en plus, elle a En acheté le plus, bottom, hein, sans le savoir. Elle a acheté le bottom sans le savoir. elle est Ah mais chanceuse. c'est le talent, c'est le talent. C'est Et talent. c'est la chance du débutant, tu vois. Et en fait, Mais le truc, elle se prend les pieds dans Luna. et c'est pris les pieds dans Luna. Et en fait, alors, il y a un truc qui est amusant parce que en haut de chacun des, je donne une petite anecdote, hein, parce que j'aime beaucoup le public du journal du coin. Regarde, en haut là-dedans, à chaque machin, tu sais, t'as la petite Attends, t'as la encart. possibilité. Voilà, Ouais. t'as le petit encart où en fait t'as la date, le numéro du bloc et son solde. Donc tu vois en fait Oui, combien oui. elle gagne de pognon et combien elle en perd avec tu sais, la petite croix descendue machin et tout. Il y a un tableau Excel pour tenir ça. Et en fait, Ah. Et qui est réaliste, c'est la vérité. Je suppose que tu l'as doublé c'est sur la des métriques. vérité. J'ai pris les vraies données, mais j'ai imaginé ce qu'elle faisait. Et au début, elle Oui, avait oui. acheté du Bitcoin, puis après, elle a vendu un peu de son Bitcoin pour avoir de l'Ether et du Matic. Elle a acheté du Matic qui coûtait quasiment rien. Oui, je l'ai Alors que vu. Je l'ai le- vu, ton Matic, là où elle en a 100 000 à 2400. Je me suis dit, waouh, bah ouais, dis mais donc, à une époque, j'attendais le retour de bâton. Hein. Et le tu peux Matic pas était à moins savoir d'un comme centime à celui-là une m'a fait époque, hein. plaisir. Le Matic était à moins d'un centime à une Oui, époque. oui, je sais, Et je en sais, je fait, sais. elle a acheté à moins d'un centime. Donc en fait, elle s'est retrouvée avec plein de pognon alors qu'elle avait juste mis 1000 euros ici, 1000 euros là. Et en fait, elle a tout mis sur Luna. Mais juste avant que Et attends, ça, tu vois, c'est magnifique, et, quoi. ouais, C'est un mais drame. ça arrive à tout le monde. Ouais. Ouais, c'est un Ça, c'est drame, arrivé, quoi. moi, ça m'est arrivé. Alors, sur Luna, un peu moins que sur FTX, mais ça arrive de se prendre les pieds dans le plat, c'est important. Et moi, je trouve. Et attends, et est-ce que tu dis combien la grand-mère lui donne? Je me souviens plus de ça. Tu le sais au tout début Oui, parce je qu'en crois, ouais. C'est fait, 25? alors, 25 000? elle a de quoi acheter 4 BTC au bottom. Donc tu peux calculer vaguement combien ça lui fait. J'ai pas le tableau ici, mais c'est 25 000 euros environ.
Donc tu vois, c'est un bon héritage, mais c'est pas non plus, tu vois, c'est un très bon héritage, mais c'est pas mais non c'est plus. réaliste. C'est réaliste, quoi. C'est vraiment réaliste. Et c'est une des qualités de ta BD. Oui, c'est que c'était important. Elle est ancrée dans la... Ouais, je voulais en fait qu'il y ait le moins d'angles coupants pour qu'en fait le plus, alors un farouche anti-bitcoiner automatisé aura toujours un truc à dire, mais que quelqu'un de sceptique se dise ça passe, c'est juste sur la clôture, monsieur, mais c'est pas abusé. Donc il fallait aussi que d'une certaine manière il soit doux comme message. Oui, il est audible. Pas, voilà, il fallait qu'il soit audible, exactement. Et pourquoi je parlais en fait du Covid? C'est parce qu'en fait, disons les choses clairement, la majorité des gens qui sont pas passionnés, ils ont les boulots, ils ont leur machine qui est au garage, enfin leur bagnole qui est au garage, il y a l'enfant qui est malade, ils arrivent le soir, ils ont pas envie de lire Master in Bitcoin. Ils ont envie d'être sur Netflix ou d'ouvrir une BD ou de lire un bouquin, un roman de nouvelles comme le tien, Benjamin. Donc en fait, c'est s'adapter au peu de temps d'attention qu'ont des gens, même un tout petit peu curieux, parce que sinon on les atteindra pas. Et c'est pas avec des tweets. C'est pour ça que quand j'ai retweeté sur ton message, Benjamin, en disant que des livres idiots et des gens qui pensent tout savoir, c'est moi qui on va en avoir tout le temps. Tu vois, on va en avoir tout le temps. On va être rageux, on va les insulter sur Twitter. C'est comme ça, c'est notre nature. Mais on les combat avec une littérature de meilleure qualité. Point. C'est tout. Oui, et c'était Jacques Favier qui disait ça. Il faut oser la démarche de l'art. La démarche de l'art. Ils font des bouquins de merde. Ben, on va faire des bouquins bien. C'est tout. Et donc j'encourage toutes celles et ceux qui savent un tout petit peu écrire, qui se disent moi aussi j'ai envie d'écrire une histoire où c'est un gars qui achète des NFT et qu'à un moment donné il se rend compte machin et tout. Putain, faites-le quoi. Écrivez un truc, même comme l'a fait Benjamin, vous faites un beau thread sur Twitter, ou vous le postez sur un médium, un petit roman, une petite nouvelle. Putain, c'est de la crypto-culture. La tech, elle est adoptée, elle est admise par les grands de ce monde. La seule chose que maintenant il faut faire, c'est que ça soit culturellement normal. Et ça se trouve dans 20 ans, c'est pas une dystopie de Benjamin, mais dans 20 ans, bah, il sera normal que dans une série de Netflix, la personne elle a un wallet et la personne elle a des NFT et c'est pas quelqu'un qui a brûlé un immeuble. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste une guerre culturelle. C'est con, mais cette guerre culturelle, on l'avait avant quand c'était la culture geek. Hein. Avant, voilà, quand tu avais un ordinateur, c'est que tu étais boutonneux, gros et que tu n'avais jamais croisé une fille de ta vie. C'était ça, avoir un ordinateur. Internet a été dangereux à une époque. Bah oui. Être informaticien dans les années 80, j'ai pas envie de vous le dire, hein, mais c'était pas drôle. Hein. Donc bah c'est ça. Maintenant, être informaticien, c'est normal. Et dans une série Netflix, t'as un portable et t'es pas un geek fini quand t'as un portable dans une série Netflix. Bah là, c'est pareil. Donc il faut gagner la guerre culturelle. Pour moi, c'est vraiment le mot clé. Il faut de la crypto-culture et il faut qu'on s'y mette tous. À un moment donné, faisons des histoires. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est parce que souvent, le Bitcoin, en fait, on le découvre par hasard et on y reste par conviction. Donc, il faut permettre aux gens de découvrir ça un peu par hasard, au gré d'une lecture, et très probablement, ils y resteront pour de bien meilleures raisons, souvent qu'ils n'y sont entrés. Il faut mettre la première dose gratuite, quoi, c'est tout. Poser la première. La première dose doit être gratuite, sinon ça marchera pas. Mais écoutez, messieurs, moi, ça m'a fait très plaisir. Donc, il me reste encore quelques histoires à lire. J'en ai lu la plupart, mais il me reste quelques dystopies à lire. Donc, ça me plaît. Toi, j'ai lu en intégralité très rapidement ta BD, Daniel. C'était très facile aussi. Et donc, je recommande à tout le monde de vous suivre sur les réseaux sociaux, d'aller retrouver. N'hésitez pas à acheter ces livres, à faire des donations pour les plus généreux, à les offrir comme vous le voudrez. Ce sont des livres très agréables. Hein. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Donc, merci messieurs, et merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter. On remettra ce live en rediffusion sur YouTube. Félicitations, chers auteurs. Au revoir à toutes et à tous. Merci pour tout. Au revoir. Salut.